Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la préparation à l'examen régional de français, nous allons traiter l'une des œuvres au programme pour le bac de français, à savoir l'œuvre éponyme Antigone de Jean Anouilh. On va commencer par la présentation de cette pièce de théâtre. Antigone, écrite en 1942, est présentée en 1944, au moment de l'occupation allemande de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette pièce de théâtre, il n'y a pas de division en actes ni en scènes, mais simplement des entrées et des sorties de personnages. Quand il écrit Antigone, Jean Anouilh se base sur deux tragédies de Sophocle, Oedipe roi et Antigone, qu'il réécrit pour lui donner un sens moderne. D'ailleurs, dans cette pièce, on perçoit l'envie de l'auteur de la moderniser. Le langage utilisé est assez simple, plutôt oral. Il y a cette volonté de ramener l'histoire de ce personnage mythique, Antigone, beaucoup plus proche de nous, proche de la réalité et du contexte de son temps, qui est le moment de l'occupation allemande de la France. Au début de la pièce, la scène d'exposition, Anouilh invente ce personnage du prologue, en s'inspirant du théâtre grec, où le contexte est souvent rappelé dans une première scène appelée le prologue. Prologue du grec ancien, pro, avant, logos, discours. Le décor de la pièce est neutre. On est loin d'un palais. C'est le choix d'Anouilh de faire une œuvre universelle, intemporelle et symbolique. À toute époque, le spectateur peut trouver une vérité. Les deux personnages, Antigone et Ismène, offrent un jeu de contraste. Elles sont contradictoires, physiquement et moralement. Antigone est un personnage qui garde tout son mystère. Elle est plutôt renfermée. C'est un personnage du refus. Les autres personnages vont essayer de la détourner de son destin fatal. Mais Antigone s'obstine, s'entête et refuse toute compromission. Dans ses attitudes et ses actes, elle affirmera sa liberté sans compromis ni concession. Au contraire, Ismène échange et communique facilement. Elle est l'aînée, elle est plus raisonnable, mais elle est peu courageuse. Elle est incapable d'accomplir l'acte héroïque qu'exige sa sœur. Elle cède à la force du roi et se soumet à la loi. Elle a peur de souffrir et de mourir. Anouilh en a fait une belle jeune fille, féminine et coquette. Elle n'est pas courageuse. Pourtant, la crainte de perdre Antigone vers la fin de la pièce l'amène à souhaiter accompagner sa sœur dans la mort. Il n'y a pas de logique à l'obstination absurde d'Antigone. Dans la dernière scène de Créon et d'Antigone, cette dernière reconnaît que son acte est absurde suite aux révélations de son oncle Créon relatives à la vérité des deux frères voyous qui s'entretuent pour un règlement de compte. Elle ne renonce pas pour autant à son projet. Ce n'est plus pour son devoir fraternel qu'elle agit, mais pour elle-même. C'est devenu presque un acte gratuit et absurde. Il est aussi intéressant de remarquer que les deux personnages, Antigone et Créon, adoptent à la fin de la pièce la position de l'autre. Antigone, au moment de mourir, donne raison à son oncle. Elle dit « Et Créon avait raison. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. » Antigone a perdu toutes ses illusions. Elle est assaillie par le doute. Quant à Créon, même s'il apparaît sûr de lui dans sa morale d'acceptation de la vie, il prononce un oui peu enthousiaste. C'est d'un ton triste et parfois désespéré qu'il défend la cause du bonheur quand il dit un pauvre mot. Et il finit par partager la répugnance d'Antigone devant la maturité et l'âge adulte. Quelques informations sur le chœur. Le chœur ne figure pas parmi les personnages présentés par le prologue. Il incarne dans la pièce de Jean Anouilh plusieurs rôles, sans jamais prendre part à l'action. Dans la tirade, pages 53-54, il représente l'auteur sur scène. Il est son porte-parole. Son intervention vient expliquer aux spectateurs les différences qui opposent le drame à la tragédie. Le chœur représente aussi la conscience morale de Créon. Face à Créon, il fait des suggestions qui toutes se révèlent vaines. Le chœur représente également la mémoire collective d'une nation, d'un peuple. On passe maintenant à la correction de l'examen que je vous ai demandé de faire. Je vais commencer par la lecture de l'extrait. Aimant entre en criant « Père !» Créon court à lui, l'embrasse. « Oublie-la, Aimant, oublie-la, mon petit. Aimant, tu es fou, père. Lâche-moi. » Créon le tient plus fort. « J'ai tout essayé pour la sauver, Aimant.
J'ai tout essayé, je te le jure. Elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie et la mort. Aimant crie, tentant de s'arracher à son étreinte. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Créant. Elle a parlé maintenant. Touteb sait ce qu'elle a fait. Je suis obligée de la faire mourir. Aimant s'arrache de ses bras. Lâche-moi. Un silence. Ils sont l'un en face de l'autre. Ils se regardent. Le cœur s'approche. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle? L'enfermer? Créant. Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Le cœur. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? Créant. La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Aimant. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Créant. Je suis le maître avant la loi. Plus après. Aimant. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Créant. Si, Aimant. Si, mon petit, du courage. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Aimant, crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans Antigone? Crois-tu que je l'accepterai, votre avis, et tous les jours depuis le matin jusqu'au soir sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle? Créant, il faudra bien que tu acceptes, Aimant. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi, avec ses larmes au bord de tes yeux, et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. Aimant, recule un peu et dis doucement, c'est déjà fini. Alors, pour la première question, on vous demande de présenter en quelques lignes l'auteur de la pièce dont cette scène est extraite. Il s'agit de Jean Anouilh. Jean Anouilh est un dramaturge français, né à Bordeaux en 1910, de père tailleur et de mère musicienne. Après des études brillantes, il se consacre entièrement au théâtre. Il meurt à Lausanne, en Suisse, en 1987. Parmi ses œuvres, Le voyageur sans bagages, Le bal des voleurs. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de situer ce passage par rapport aux événements précédents. On peut situer ce passage comme ceci. Créon essaye vainement de sauver Antigone en lui expliquant l'absurdité de son geste. Mais Antigone reste sourde à ses arguments. Exaspéré, Créon donne l'ordre aux gardes de l'emmener. Le cœur demande à Créon d'épargner Antigone. Aimant implore également son père. Ce dernier ne peut rien faire pour elle car dehors, la foule furieuse réclame sa mort. On passe à la troisième question. Qu'est-ce qui indique que ce passage est le début d'une scène? Eh bien, c'est la didascalie initiale entre en courant qui indique que c'est le début d'une scène. Pour la quatrième question, on vous demande quels sont les personnages principaux de cette scène et quelles relations entretiennent-ils. Alors, les personnages principaux de cette scène de confrontation sont Aimant, Créon et bien sûr Antigone. Aimant et Créon entretiennent une relation de paternité, un père et son fils. Créon est l'oncle d'Antigone et Aimant est le fiancé d'Antigone. On passe à la cinquième question. Quels sentiments les didascalies qui nous renseignent sur l'attitude de Aimant justifient-elles? Ces didascalies expriment la colère et l'indignation d'Aimant, qui avait le courage d'affronter son père pour défendre sa fiancée condamnée à mort. Ensuite, on vous demande pourquoi Créon ne peut-il plus épargner Antigone. Alors, Créon ne peut plus épargner Antigone car il est obligé de la faire mourir. Elle a parlé et Touteb sait ce qu'elle a fait. Dehors, la foule réclame sa mort. Question suivante, la septième question. Quelle image de l'homme de loi Créon donne-t-il dans cette scène? Dans cette scène, Créon est loin de l'homme corrompu, prêt à enfreindre sa propre loi pour sauver Antigone. Il représente ici la loi, la justice, et il est prêt à les appliquer, même si pour cela, il se rend compte qu'il porte un coup dur à son fils unique. On passe à la huitième question. Dans cette réplique, crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterai, votre vie, et tous les jours depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide, sans elle? Dans cette réplique, identifiez la figure de style soulignée qu'exprime le pronom votre utilisé dans cette réplique. Par rapport à la figure de style, il s'agit bien de l'anaphore. Votre dans cette réplique
exprime la distance que Aimant voudrait entretenir avec tous ceux qui ressemblent à son père, les conformistes, les matérialistes, ceux qui acceptent les compromissions. Dans cette scène, Aimant s'éloigne lui aussi à une vitesse vertigineuse des êtres ordinaires et prosaïques. Question suivante, la 9e question. Relevez dans le texte 2 termes relatifs au champ lexical de la mort. Les termes appartenant au champ lexical de la mort, elle a préféré sa folie et la mort. Je suis obligé de la faire mourir, me la laisser prendre, Antigone ne peut plus vivre. Ce sera fini. Et finalement, la 10e question. Quelle tonalité ce champ lexical donne-t-il à cette scène? Il s'agit de la tonalité tragique. Antigone va vers une mort tragique et personne ne peut l'empêcher. On arrive à la fin de cette vidéo. Bon courage!